Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La France, cher pays de notre enfance. Oh, je suis sûr qu'en évoquant ce petit air, vous êtes en train de visualiser les belles images d'un certain passé. France, le fleuron de la liberté, des droits de l'homme et surtout un état de droit. Là aussi, nous avons la preuve que ce temps est passé. En 2024, l'État en veut à vos enfants, à vous-même, par la Vax par exemple. Les inflations aussi subites et autres restrictions. Pour vous dire, même l'air nous opprime. Il y a un dysfonctionnement et nous l'avons identifié. En clair, on sait ce qui se passe et nous avons la connaissance nécessaire pour y remédier, pour changer de paradigme. Soyez bienvenus dans La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Philippe, avec Bruno, avec Jean-Pierre et Iota qui ne saurait tarder. Et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, merci pour ton introduction, vraiment génial. Et dire que dans les années 1930, lorsqu'on avait les chansons de Charles Trenet qui nous parlaient de la douce France, à cette époque-là, on n'avait pas conscience de tous nos malheurs et on profitait de le peu que la vie pouvait donner de bonheur aux ouvriers, aux populos, comme on disait à l'époque, et en particulier ces quelques jours de vacances, de congés payés qu'ils avaient gagnés à la sueur de leur front dans les années 30-36 en fait. Voilà, donc c'est ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise sur un tas de domaines et en plus, on sait pourquoi on est malheureux. Voilà, ça c'est quand même génial, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Oui, Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Bienvenue à tout le monde. Alors, j'ai approuvé, quand tu as dit, on sait pourquoi on est malheureux. Alors, c'est une grande avancée. Alors, il y a des causes un peu discrètes, voire un peu troubles. Et la première cause, à mon avis, du malheur, c'est la pensée inadaptée qui est créée par un langage inadapté au bonheur. Nous avons, depuis à peu près 10 000 ans, d'après les chercheurs qui se sont intéressés à la question, un langage de domination. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon, qui doit dominer celui qui est mauvais. Et celui qui est mauvais, on doit forcément le rectifier. Et on doit récompenser celui qui est bon. Alors ça, c'est un langage qui n'existe pas chez tous les peuples. Et pour ma part, je vais profiter pour vous raconter un petit peu les plus grandes perversions de notre langage, les quelques plus grandes perversions de notre langage, et la manière d'y remédier, de redonner à notre langage ses lettres de noblesse. Quand ce sera possible. D'accord, oui, le développement on le fera plus tard parce que pour l'instant on en est au titre des chapitres. Alors effectivement, Jean-Pierre et Philippe, moi je voulais juste dans l'actualité vous faire remarquer et vous faire remarquer à tous ceux qui nous écoutent que en ce moment ceux qui sont vraiment en train de s'enrichir, ce sont les trafiquants d'armes. Les frappes que l'Iran a fait il y a 2 jours là, contre Israël, ça a été chiffré à 1 milliard de dollars de matériel militaire parti en fumée. Et c'est valable dans les deux sens, parce que quand Israël riposte, c'est la même chose. Et quand on voit les Français maintenant qui se remettent à fabriquer des armes, soi-disant pour aider l'Ukraine au lieu d'aider l'armée française, il y a encore un certain nombre de milliards qui vont aller enrichir les trafiquants officiels, c'est-à-dire les États, et aussi les trafiquants non officiels. Donc ces messieurs commencent à gagner pas mal d'argent. Après les laboratoires qui ont fait fortune avec le Covid, tout au moins qui ont évité de faire faillite, parce que certains ont fait faillite, mais bon, les petits, mais pas les gros. Et bien maintenant, c'est au tour des trafiquants d'armes de s'en mettre plein les poches. Mais on en parlera tout à l'heure quand Sylvain nous dévoilera le sujet. Mais ceux qui fabriquent les armes, donc la matière brute, ce sont aussi des trafiquants. Donc on peut dire que ceux qui vendent des armes en France, ce sont des trafiquants d'armes aussi. Voilà. Bien évidemment, officiel, autorisé, patenté, comme on dit, mais trafiquant d'armes sûrement. Alors tout à l'heure, Sylvain, tu as parlé de la Vax en France. Tu as fait cette allusion-là. Moi, je voudrais simplement rebondir sur la Vax au Japon. Dans l'actualité, j'ai repéré ça, un professeur japonais qui s'appelle Masuyasu Inoue. J'espère que je l'ai bien prononcé son nom. Il écrit lorsque la maladie X ou Y apparaîtra, il ne faudra jamais faire confiance aux vax fabriqués au Japon à la hâte. Je pense que le partage de la vérité entre les pays est très important et qu'il s'agit d'un pas vers l'unité et la solidarité que de dénoncer tout ça, quoi. Voilà. Ça, c'est le professeur japonais. Donc, c'est intéressant parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de pensent tout bas chez nous. Et là, il s'est mis face caméra et il a pris probablement des risques. Mais le Japon n'est pas la France. On lui souhaite longue vie et que sa carrière puisse perdurer. Voilà.
Et puis, je voudrais, dans l'actualité, simplement faire allusion également au procès, au fameux procès. Là, il y a des grands procès, des moyens procès. Et là, on est sur un très grand procès de Monsieur Trump, qui est arrivé au premier jour de son procès aujourd'hui. Donc, alors évidemment, on va pas anticiper le résultat parce qu'on n'en sait strictement rien. Mais par contre, on est certain que ça va faire bouger les lignes et que ça peut envoyer vers des réactions s'il s'avérait que le jugement ne soit pas tout à fait conforme à l'idée que la majorité du peuple américain se fait de la justice. Voilà. Comment avoir une paix durable sur cette planète? C'est le sujet que nous étudierons juste après l'actualité en images. À tout de suite. L'amnésie de l'époque. Vous vous rendez compte ou pas? L'amnésie de cette époque-là, de 2020 à 2023, puisqu'on en est là. Il y a un truc qui s'est resserré sur l'instant à travers les réseaux sociaux principalement, puisqu'en fait finalement ça devient la seule source d'information de beaucoup de gens de cette génération, fait que les gens sont au courant de rien. Mais de rien. Je crois que c'est la surinformation. Non, c'est pas la surinformation. C'est le rétrécissement de l'information. Et le sensationnalisme aussi. Oui, mais du coup, on s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant. On consomme l'info comme un divertissement. Oui, mais on parle pas d'info, on parle de culture. Il y a un moment, on sait pas ce qui s'est passé il y a 50 ans. Tout ce qui se passe aujourd'hui découle, ça a toujours été comme ça, de ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, on digère les influences sans comprendre d'où vient cette influence. Il n'y a plus aucune compréhension de d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, etc. En dehors du fait que c'est un peu triste, je pense que c'est un peu dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Je suis d'accord. Mais je me rends compte en parlant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a plus aucun contact avec le passé, même pas de 50 ans, c'est pas loin. C'est-à-dire que ça aide à comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui, et même politiquement, même géopolitiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se concentrent sur l'information émotionnelle de l'instant, mais il n'y a plus aucune tentative mais pourquoi on en est arrivé là? Bien sûr. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un des trucs qui est dangereux à notre époque, ce manque de culture. Mais il y a plus aussi, je crois, cette valorisation de la culture. Dans le sens où c'est plus vu comme une qualité ou une arme ou quelque chose. Les gens pensent qu'ils en ont pas besoin. Mais alors, moi, j'ai une question à te poser. À ton avis, pourquoi? Je sais pas. Eh ben, pose-toi la question. Tu penses que c'est volontaire, finalement, pour abrutir un peu la masse? Oui. D'où viennent les algorithmes? Qui les dessine? Oui, c'est des gens qui ont pour objectif qu'on passe plus de temps comme ça parce qu'ils nous vendent de la pub. Et peut-être même juste de vendre quelque chose. Souvent des conneries. Oui, c'est vrai. Un acteur que j'adore déjà en 1980 avec La Haine, ça avait fait beaucoup de bruit et puis aujourd'hui toujours autant de discernement ce monsieur. Ah, disons, il a l'air d'être un petit peu à la ville comme à la scène, hein, cet homme intelligent, vif, il a l'air sincère, voilà, il a des choses à défendre. Jusqu'à quel point il n'est pas en train de nous faire un numéro de comédien, c'est difficile de le dire parce que c'est un très bon comédien. Mais on peut penser aussi qu'il y a dans ce qu'on vient d'entendre une part de sincérité, tout simplement, de vérité. Je n'irai pas jusque-là parce qu'ils n'ont les uns et les autres traité que des généralités. Mais de sincérité, oui, sincérité sûrement, et son émotion, voilà, le fait que ce soit des jeunes, des plus jeunes que lui aussi, hein, apparemment. Hein, et c'est le doyen de la bande là, dans les 4 ou 5 qu'on a vus. Et que quand on l'écoute, visiblement, ces jeunes de tous horizons écoutent parler ce garçon. Et ça, je préfère qu'ils écoutent parler quelqu'un qui parle comme lui, de son âge, etc., dans ce pays qu'on appelle la France, plutôt qu'ils se fassent endoctriner par des mollahs ou par d'autres choses. Donc c'est bien d'avoir cette fraîcheur. J'ai envie de parler de fraîcheur en ce qui concerne l'intervention de Monsieur Cassel, ouais. Et de sincérité. Voilà. Alors c'est d'autant plus d'actualité que ça rejoint tout à fait notre sujet de ce soir. Parce que le problème que beaucoup de gens ont actuellement, c'est qu'ils connaissent pas l'histoire. Même parmi l'oligarchie, même parmi les politiciens. S'ils connaissaient un peu plus l'histoire, ils ne referaient pas des erreurs du passé. Parce que l'histoire se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on refait les mêmes erreurs tout le temps. Il suffit de penser par exemple à Hitler qui a voulu envahir la Russie en faisant les mêmes erreurs que Napoléon. Et pourtant, il soi-disant se prétendait comme être un bon stratège. On a vu que c'était pas le cas du tout. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'est hyper important de connaître notre passé, de savoir ce qui s'est passé, parce que les gens qui vivaient il y a 100 ans, il y a 1000 ans et même il y a 10 000 ans, ils avaient à peu près le même cerveau que nous actuellement, sauf qu'ils n'avaient pas la même technologie. Mais ils avaient le même cerveau, donc ils pouvaient faire les mêmes erreurs et aussi avoir les mêmes qualités. Et comme on dit d'ailleurs,
aussi, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu vas aller. C'est pas compliqué. Alors justement, ça me permet d'introduire le sujet que j'ai un peu teasé avant la formation en images. Comment avoir une paix durable sur cette planète? Alors, ça tombe bien que Jean-Pierre soit ici avec nous parce que je vais aborder le sujet. Je vais commencer en parlant des raisons des guerres. Pourquoi il y a des guerres depuis 10 000 ans et plus? Tout simplement, quand on regarde bien, qu'on parle de guerre de religion, qu'on parle de guerre par rapport à des peuples qui se battent entre eux, qu'on parle de guerre vis-à-vis de richesses sur une terre donnée, eh bien, on s'aperçoit que dans tous les cas, ces guerres, la base des guerres, c'est se battre pour un territoire, simplement pour un territoire. Et quand on regarde ce qui se passait dans certaines tribus il y a 10 000 ans, c'était déjà ça. On se battait pour un territoire, comme le font certains animaux, les gorilles ou les chimpanzés qui se battent pour un territoire. Alors, pourquoi se battre pour un territoire? Alors que, comme le font, et comme tu le dis si bien Jean-Pierre, comme le font un certain nombre de peuples premiers, eh bien, certains peuples savent se réunir pour discuter et pour résoudre des conflits par la discussion. Alors, c'est quand même étonnant parce que la plupart du temps, après des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de morts, les guerres se terminent toujours par une discussion. Alors, pourquoi ne pas éviter l'étape de la guerre et ne pas faire directement dès le départ la discussion? Comme le dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, le meilleur moyen de gagner une guerre, c'est de ne pas avoir besoin de la faire. Mais le problème, c'est qu'on a face à nous des personnes qui sont des oligarques et souvent même des psychopathes. Parce que quand des traités se font, quand se réunissent un certain nombre de personnes autour d'une table pour résoudre un problème, que ce soit un problème qui peut risquer de donner une guerre ou alors après une guerre, ces gens qui se réunissent sont toujours des oligarques. Ce sont toujours des gens qui ne disent jamais la vérité, qui ne sont jamais francs. Et à partir du moment où c'est comme ça, eh bien, ça conduit toujours à des problèmes. Et on revient toujours à la notion de vraie démocratie. À partir du moment où on aura des gens véritablement démocrates qui se réunissent entre eux pour résoudre un problème, que ce soit un problème de territoire, un problème de voisinage même entre deux personnes, ou un problème de territoire entre deux pays, eh bien, ça pourra toujours se résoudre par la discussion. Et ce qui empêche que ça se résolve par les discussions, si je prends l'exemple du conflit, par exemple, israélo-palestinien depuis 80 ans, il y aurait tout à fait eu la possibilité dans ces espaces immenses d'organiser deux territoires où chacun aurait pu s'entendre. Mais en face de ça, on a des gens qui ne veulent pas. On a des gens même qui assassinent ceux qui veulent la paix. On a des gens qui veulent absolument pouvoir vendre des armes, justement. Parce que faire la guerre, ça rapporte de l'argent aussi. Faire la guerre aussi, ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui font du marché noir, etc., etc. Donc, à partir de là, on comprend bien que cette notion de guerre, si on arrive à une véritable démocratie, elle disparaîtra d'elle-même. Oui, faire la guerre, c'est éteindre une dette, c'est mettre fin à des conflits d'intérêts, effectivement. Ça sert à beaucoup de choses, la guerre. Enfin voilà, globalement c'est ça. Hein, c'est pas que des envies territoriales, des conquêtes, etc. C'est éteindre une dette bien souvent. Alors moi il y a une chose que tu as dite tout à l'heure sur Hitler qui était pas bien adroit dans ses choix stratégiques. Voilà. Alors j'ai envie de dire tant mieux pour nous parce que s'il l'avait été, on serait peut-être en train de défiler dans une langue qui n'est pas la nôtre. Voilà. Donc c'était la petite remarque que je voulais faire. Et puis je vais laisser la parole pour l'instant à Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors merci d'être présent à tous ceux et celles qui sont présents. Et puis merci aussi à ceux qui sont présents de cœur et qui ne peuvent pas être présents physiquement. Et chacun et chacune en a parmi les siens qui sont présents de cœur et pas physiquement. Alors, donc depuis 10 000 ans, langage de domination. Donc il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort, celui qui a tort doit souffrir, celui qui a raison doit être récompensé. Il existe même un livre qui s'appelle « Punir par la récompense », pour dire que c'est pas mieux que la punition. Et il y existe un langage pourtant que certains peuples ont conservé, c'est un langage empathique. C'est-à-dire, j'ai besoin par exemple de nourriture, s'il te plaît, t'en as beaucoup pour toi, est-ce que tu pourrais m'en donner? Ça, c'est une question. Et c'est une question empathique parce que c'est empathique vis-à-vis de soi-même, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de manger, ça c'est de l'empathie vis-à-vis de soi-même. Et la question qu'on peut poser à l'autre, est-ce que tu veux bien m'en donner un petit peu de la tienne?
c'est empathie vis-à-vis de l'autre parce que ça lui donne le choix de répondre oui ou non. Et s'il répond non, mais c'est pas grave, je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'empathie. Et ce langage-là, certains peuples l'ont conservé. Et c'est pour ça qu'on les a massacrés, parce qu'ils ont un langage qui ne favorise pas la guerre. Donc, comment faire pour retrouver ce langage? Alors, il y a 3 lois fondamentales. Cesser l'idolâtrie. Par exemple, quelqu'un fait un meurtre. On ne nous parle pas de tout le nombre de gens qui ne se sont pas entretués. On va nous parler du mec qui a fait un meurtre. Mais on nous met sa photo en première page. On nous met pas le pourquoi, la personne qui est intervenue. Merci Philippe d'avoir signifié la fraîcheur et la sincérité de son langage. Il a posé une question essentielle. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi y a-t-il eu un meurtre? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent en paix? Voilà. Comment ils font? Pourquoi? Et donc cette question, rien que cette question, je rends un hommage infini à cette personne qui a osé poser une question sans y répondre, bien sûr. Alors, il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus vicieuse. À l'école, j'ai appris je, tu, il, nous, vous, il, et j'avais le droit de conjuguer tout ça. J'avais le droit de dire ce que tu fais, ce que tu penses. J'avais le droit de dire ce que tu veux. On m'a jamais dit, fais attention, le je, tu as le droit de le conjuguer. Le tu, c'est pour poser une question. Et le il, c'est pour poser une question à laquelle je n'attends pas de réponse puisqu'il n'y a personne pour me répondre. Donc, j'ai mis 5 ans à peu près à éviter de dire tu, sauf pour poser une question. J'ai mis 5 ans d'exercice puisque j'ai plus de 50 ans, donc j'ai plus de 50 ans d'exercice à mal parler, à parler en volant le langage de l'autre, en lui volant son pouvoir de se conjuguer à un verbe. Se conjuguer, c'est un acte d'une grande noblesse s'il est volontaire. Mais s'il est imposé, par exemple, le fait de dire je vais vous donner un exemple précis. Je vois Philippe tourner la tête. Je peux dire Philippe, tu tournes la tête, et il va me dire non, je tourne pas la tête. Je regardais justement une autre caméra, il va me dire non, quelque chose. Ou si je dis je vois Philippe tourner la tête, personne ne peut me contredire parce que je le vois et c'est moi qui sais ce que je vois. Donc c'est un langage qui permet de se sortir de plein de pièges, de placer le jeu en début de chaque phrase. Et c'est un langage que nous n'avons pas appris. On nous a dit, placer un jeu, c'est égoïste. Alors, il faut commencer par dire tu, machin, etc. Tout un tas de trucs qui servent à rien. Voilà une des grandes perversions du langage. Et la troisième perversion, qui a envoyé des milliers de personnes à la mort, puisqu'on a questionné un SS et on lui a demandé, est-ce que ça vous a gêné d'envoyer tous ces gens à la mort? Il a dit non. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, notre langage, le langage que j'ai appris, permet ce genre de choses. Et on lui a dit quel langage. Le juge scandalisé lui a dit mais de quel langage s'agit-il? Et il a dit le langage bureaucratique, à savoir je dois et il faut. Et comme il fallait le faire, eh ben je l'ai fait, sans aucune question. Voilà ce qui peut pervertir le langage. Et je vous ai donné une des clés, placer son je en début de phrase. J'entends, je vois quelqu'un dire ceci, j'ai lu un article, j'ai vu une vidéo, et là, après avoir placé un premier jeu, il y a un carré d'as. À savoir, une fois que j'ai vu ça ou que j'ai entendu ça, comment je me sens? Comment me sens-je? Et donc, il y a 4 jeux à placer. Une fois que je sais comment je me sens, je peux aborder de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je nécessite pour vivre? Et une fois que j'ai abordé ce besoin, je vais faire une demande à moi-même ou à quelqu'un d'autre, puisque je sais maintenant ce que j'ai besoin. Pour vivre, je vais demander sans exigence de dire oui, de dire non, mais je vais quand même demander ce qui m'est nécessaire. Et si ça marche pas avec une personne, je vais pas me fâcher, sinon ce serait une exigence. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Il y en a même qui vont aller voir Dieu, allez savoir. Mais ou l'univers, ils vont demander, ils vont bien trouver quelqu'un dans l'univers ou quelques êtres qui vont répondre favorablement à leur demande. Voilà. C'est les 4 jeux, c'est ce que j'appelle le carré d'as, et ça vient de Marshall Rosenberg, qui a développé. On nous le dit pas, mais il y a des écoles qui fonctionnent avec des Israélites et des Palestiniens. Mais ça, on nous le dit pas. On nous raconte que la guerre. Il y a des écoles en communication non violente où les professeurs n'imposent pas leur volonté aux élèves et où tout est discuté en fonction des besoins de chacun. Voilà. Je vous remercie d'avoir entendu. J'ai été un peu long et je vous prie de m'en excuser.
Alors, Jean-Pierre, moi, je voulais rajouter quelque chose à ce que tu dis, quelque chose qui concerne les religions. Un peu partout dans le monde, depuis des milliers d'années, il y a eu des gens qui étaient plus éveillés que d'autres, qu'on a appelés des prophètes, qu'on a appelés des maîtres supérieurs, soi-disant, enfin des gens qui avaient des connaissances et qui savaient les partager et qui étaient toujours dans le sens de la paix. Mais souvent, à l'origine de ces personnes, après, on a des personnes derrière qui ont utilisé ces textes et ces paroles, qui les ont déformés, qui les ont modifiés pour créer des systèmes totalitaires qui, justement, créent des besoins à des personnes, des besoins qui n'existent pas au départ, des faux besoins. Là, par exemple, le besoin de conquérir une terre promise. Le problème, c'est qu'elle est promise à 3 religions, donc ça pose de problème par rapport à ça. Le besoin de prendre les territoires des personnes qui ont une autre religion, alors que toutes ces religions se réfèrent à un même personnage qu'ils appellent Dieu et qui finalement revient toujours à eux-mêmes. Donc tout ça, c'est sur des idéologies finalement, ni plus ni moins, des idéologies sectaires, sectaristes, qui finalement sont faites et créées par un groupe de personnes, et on revient encore à des oligarques, qui ont détourné certaines paroles, certains textes et certains écrits pour pouvoir mieux dominer la population, pour la soumettre à toute une série de dogmes et d'obligations qui finalement au départ n'existaient pas et qui sont faites finalement pour endormir la population, lui créer des faux besoins et justement favoriser aussi la guerre pour justement donner une excuse pour pouvoir attaquer le voisin. Voilà. Donc c'est une chose importante. Et là, au XXIe siècle, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que comme l'a dit André Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, c'est-à-dire une spiritualité qui soit complètement détachée des religions, c'est-à-dire quelque chose qui va plus haut, plus loin que les religions, où les gens comprennent qu'ils vivent dans un univers et qu'on est sur une petite planète au milieu de milliards d'autres planètes et que ça sert à rien de se taper dessus et de se battre entre nous pour un bout de terrain, un bout de territoire, alors qu'on est tous quelles que soient les nations, on est tous donc des peuples qui vivent sur la même planète et on a tout intérêt à bien s'entendre entre nous, déjà parce que d'abord on vit mieux, et on reste vivant, on ne meurt pas, mais le problème c'est que l'oligarchie, comme on le sait, notamment avec le nouvel ordre mondial, a toujours et a gardé encore cette envie de vouloir réduire la population pour pouvoir dominer et garder toutes les richesses pour soi-même. Voilà ce que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, Jean-Pierre. Merci Philippe. J'aimerais répondre quand je pourrais, mais je vais laisser Philippe parler. Merci Bruno, pardon. Et je vais laisser Philippe parler. Oui, je voudrais pas qu'on se sépare sans qu'on fasse allusion à l'intervention de Natacha Polony, qui est cette journaliste bien connue, qui, face caméra et très solennellement, et avec beaucoup de sincérité également, explique que ça n'est pas normal que Monsieur Macron ait pris la décision d'installer des troupes au sol du côté de l'Ukraine. Et que si on était véritablement en démocratie, il aurait pris le soin de nous en avertir. Alors, j'ai envie de lui répondre que je crois pas que qui que ce soit ait averti le peuple français lors de la mobilisation d'août 14. Pareil pour septembre 39. Donc, j'ai pas très bien compris l'intervention. Et puis, je voudrais dire que si nous étions en démocratie, ça n'est pas ce gouvernement dont je rappelle qu'il est illégitime en France aujourd'hui, hein. Ce n'est pas ce gouvernement qui aurait pris la décision, c'est le peuple français directement suite à un référendum, suite à une consultation directe. Là, on sera en démocratie. Bon, voilà. Donc, il faut aussi bien dégager les choses, de dire que qui décide de la guerre, dès l'instant où c'est le peuple lui-même par le jeu démocratique, le vrai jeu démocratique, c'est-à-dire sans les représentants politiques qui, bien sûr, sont là pour gérer leurs intérêts et ceux de leurs maîtres et pas les nôtres. Eh bien, c'est de ça qu'il faut parler, c'est de cette liberté-là et de cette nécessité-là, surtout pour les décisions aussi importantes, de faire ou de ne pas faire la guerre. Alors évidemment, ça peut se limiter si jamais l'agresseur est ostensiblement agressif, hein, un petit peu à la manière d'Adolf Hitler avant la guerre de 40, qui a été suffisamment malin pour faire en sorte que ce soit la France qui déclare la guerre et non pas lui. Alors que tout le monde avait bien compris que l'agresseur, le méchant, celui qui voulait en découdre, c'était lui et c'était pas nous. Voilà. Mais on a des inversions comme ça, comme aujourd'hui. On a vu en 2022 que c'est Monsieur Poutine qui a agressé, il faut dire ça comme ça, hein, a agressé
le pays d'en face, voilà, l'Ukraine, pardon, alors que tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il a été poussé à le faire. Hein, voilà. Donc il y a souvent des situations qui sont comme ça. Mais la démocratie eût consisté à faire en sorte à rendre son autonomie au peuple et à faire en sorte qu'il soit en amont, c'est-à-dire conscient de ce qui se passe de l'autre côté des frontières, et qu'il soit également dans la décision de savoir s'il faut ou s'il faut pas faire la guerre, s'il faut ou s'il faut passer par la diplomatie, ou bien si la ressource diplomatique est épuisée. C'est de tout ça que le peuple doit aussi prendre conscience et devra demain, si j'espère le plus tard possible, mais peut-être un jour, gérer les relations belligérantes entre deux États. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'exécutif qui fait ça, qui prend tous les pouvoirs en cas de guerre, et on n'a plus que nos bras et nos jambes pour aller se faire écharper sur le front, comme c'est en train de se passer en Ukraine en ce moment. Voilà ce que je voulais commenter sur l'intervention de Madame Polony. Alors Philippe, je voulais rajouter à ce que tu viens de dire quelque chose d'important, c'est que si tous les peuples étaient en démocratie, il n'y aurait jamais de guerre. On n'a jamais vu un peuple déclarer une guerre tout seul. Ça n'existe pas. C'est vrai que entre deux personnes qui habitent l'une à côté de l'autre, deux voisins, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits. Mais à partir du moment où on a une mentalité démocratique, eh ben ces conflits, on se met autour d'une table et on les résout. On se tape pas dessus. C'est pas la violence qui résout les conflits. Alors, il existe des paix qui sont plus ou moins solides, hein, des accords de paix qui sont plus ou moins solides, et certains contiennent en eux-mêmes le germe de la prochaine guerre. Ça a été le cas du traité de Versailles, par exemple. La paix de Versailles, ça a été l'annonce de la suivante. Hein. Voilà, c'est ce qui se passe en Irlande aussi, où la paix n'a jamais pu être établie avec les Anglais. Donc, il y a des zones qui sont un petit peu fragiles. Si on regarde encore plus près autour de nous, l'entente cordiale, c'est pas vraiment à l'ordre du jour entre les Wallons et les Flamands au nord de la France. Donc voilà, il y a tout ça, et il faut pas l'occulter. Les peuples, comme tu le dis très bien, ils déclarent pas la guerre, mais ils sont pas forcément en amitié les uns avec les autres. Ou alors il faut changer les conditions pour que la disamitié, en quelque sorte, ou l'inimitié change, non pas change de camp, mais disparaisse tout simplement. Hein. Et il faut trouver les bonnes raisons pour ça, alors que tout est fait à un moment donné pour actionner le patriotisme, le nationalisme, la propagande, pour en mettre plein la figure à celui d'en face, avant de lui envoyer des vrais obus, des vraies balles de revolver et de canon. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est une préparation d'artillerie, ça s'appelle, hein, au sens propre. Et puis, il y a aussi la préparation d'artillerie des cerveaux. Donc, si les cerveaux ne sont pas préparés, n'ont pas envie, ils y vont pas. Par contre, s'ils sont préparés, ils y vont, oui, bien sûr. Bah, voilà. Donc, il y a des peuples qui ont plus ou moins envie d'en découdre. Il y a une expression qui dit heureux comme un dieu en France. Je suppose que c'est pour ça que les nations nordiques ont souhaité envahir la France plusieurs fois, parce qu'ils avaient envie d'être heureux comme un dieu en France. Et je suppose aussi que si nous n'avons pas trop envahi l'Europe, à part l'épisode napoléonien, dont on pourrait reparler d'ailleurs, c'est qu'on est allé chercher le bonheur dans les îles, sur toute la planète, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est le deuxième ou troisième pays, je crois, pour la longueur de côtes, de zones côtières. Alors pour revenir un peu rapidement sur Napoléon, il y avait un romancier, Jean Dutour, je crois pouvoir le nommer, et qui a écrit un livre qui est un roman et une belle fiction, qui s'appelle le Feldmarschall von Bonaparte. Alors, raconté comme ça, et c'est une uchronie, c'est-à-dire c'est un retour en arrière avec si jamais Bonaparte avait suivi telle voie, c'est-à-dire de travailler pour l'empereur d'Autriche plutôt que de travailler pour Louis XVI, eh bien, la paix aurait fait un grand pas en Europe et ses qualités d'organisateur auraient été fabuleusement productives et intéressantes. J'ai trouvé l'idée sympathique et qui surtout, cet homme qui a fait la guerre aurait pu mettre son talent à faire autre chose que la guerre. Mais tout le monde n'est pas capable de mettre son talent à faire autre chose que la guerre, en particulier chez les oligarques. Oui, Jean-Pierre, c'est à toi. Merci Philippe. Alors, j'ai noté énormément de choses. Je vais essayer de me concentrer sur une. C'est dommage que Jutta Angelaki ne soit pas là parce qu'elle aurait pu nous donner l'origine du mot oligarchie, que je ne connais pas personnellement. Ah, je peux te la donner, c'est le gouvernement par les peu nombreux. Hein, voilà. Ouais, le petit nombre. Alors, merci. Donc, j'estime que la véritable oligarchie a failli à sa mission. Du coup, on ne peut plus l'appeler l'oligarchie. Imaginez un prophète qui veut répandre une nouvelle sur Terre sans haut-parleur, parce que s'il prend des haut-parleurs, tout le monde va se mettre à plat ventre et à crier qu'il y a un Dieu dans le ciel qui leur parle. Bon, un prophète veut répandre une nouvelle. Il va prendre quelques disciples qui vont avoir le courage de le suivre, parce que les prophètes, ils ont été assez malmenés sur Terre. Donc, il y a une poignée de disciples
et on leur dit, pour vous et pour la multitude. Alors maintenant, allez courir, répandre la nouvelle à la multitude. Et imaginez que les disciples gardent la nouvelle pour eux tout seuls, parce qu'ils veulent garder les richesses, la connaissance, et ça devient une oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre qui se garde tout l'essentiel pour lui tout seul, au détriment du plus grand nombre. Donc, moi, j'appelle ça un oligoïsme. Mais c'est une invention de ma part parce que j'ai pas trouvé mieux. L'archi, ça me fait penser à l'arc-en-ciel, à l'arche, au pont. Et forcément qu'il y a des ponts. Le pont, c'est un tout petit bout du chemin. Mais s'il n'est pas là, on peut pas traverser la rivière. Et si le pont décide de bloquer l'eau à lui tout seul, de bloquer la liquidité, la connaissance et tout, l'eau va l'emporter et va s'écrouler. Donc, je me fais pas de problème pour la soi-disant oligarchie. Elle a failli à sa mission. Et si elle ne se reprend pas très vite en répandant pour le peuple tout ce qu'elle a accumulé, elle va être emportée par le courant de la vie, tout simplement. Et si elle se reprend, alors elle redevient un pont, un petit pont qui permet aux gens de passer sur le fleuve et au fleuve de couler en dessous. Alors je lui souhaite un bon courage à cette oligarchie qui a failli à sa mission et qui ne peut plus s'appeler oligarchie, pour redevenir vraiment un pont et mettre à disposition de tout le peuple toute la connaissance possible, toutes les finances, tous les moyens, tous les matériaux possibles pour que le peuple puisse enfin s'épanouir. Merci à cette fameuse oligarchie. On n'arrive pas très loin de la fin de notre émission, sinon. Absolument, ouais. Le temps qui passe parle et le temps qui passe justement nous montre bien que aucune dictature ne dure. Alors moi je vous propose une chose, c'est de continuer à sourire puisque la vie n'est pas si moche que ça, surtout une fois que nous aurons appliqué la transition. Alors là, autant vous dire qu'elle sera excellente et meilleure. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre. Tiens d'ailleurs, je vais vous envoyer sur notre site www.conseilnational.fr. Rendez-vous dans 48 heures, ce sera mercredi pour La France Libre, une nouvelle émission du CNTF. CH. Oui, Philippe. On a une actualité, c'est-à-dire urgente, c'est-à-dire qu'il y a le code de la salle de réunion du lundi soir qui a changé. Et pour toutes les personnes qui avaient l'habitude de nous rejoindre, qui ont l'habitude de nous rejoindre, il faut qu'elles trouvent ce code désormais sur le document que nous envoyons toutes les semaines, à peu près à ce moment-là, à ce lundi soir, là maintenant. Donc elles ont dû recevoir l'information sur le nouveau code d'accès pour la salle de réunion du lundi soir. Voilà. Merci à vous tous, excellente soirée, rendez-vous dans 48 heures.